Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical et bienvenue sur l'invité. Pour ce premier numéro d'émission de l'année 2022, je reçois pour vous, chers amis internautes, Distel Amoussou, qu'on ne présente plus sur les plateaux d'émission de ESAE TV. Il est consultant médias communication, expert en investigation et intelligence. Il est chroniqueur, analyste politique, président, directeur général de l'agence de documentation, de liaison et des services spéciaux ADLSS. Bonjour à vous, Distel Amoussou. Bonjour Kader, bonjour amis téléspectateurs. Bonjour à nouveau à vous, chers amis internautes. Avec lui, nous parlerons des attaques terroristes et de l'enlèvement du chef d'arrondissement central de Niki. Nous parlerons également de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations qui sera effectif dans les jours à venir au niveau du palais de la présidence de la République afin de lutter avec plus d'efficience contre la corruption au Bénin. Nous parlerons également du Code général des impôts qui fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui suscite quelques confusions dans l'esprit de certains. Je crois que nous en parlerons également ce matin au cours de cette émission. Alors, Distel Amoussou, vous êtes citoyen béninois avant tout. Le Bénin a été victime de quelques attaques dans une partie de la partie septentrionale du pays. Il y a eu récemment, cette semaine également, l'enlèvement du chef central de l'arrondissement de Niki qui a été puis relâché. Vous, en tant qu'expert également en question de sécurité, quelle lecture vous faites de tous ces événements-là ? Bon, il faut dire que lorsqu'on regarde le contexte africain et les menaces terroristes dans la sous-région, on ne devrait pas être surpris de ces frappes terroristes dans notre pays. Sauf que le Bénin n'est pas une cible, en fait. Le Bénin n'est pas une cible, je le dis, et je pourrais vous faire quelques démonstrations. Oui, nous avions connu une grosse activité économique dans notre pays liée au trafic et au convoyage des véhicules d'occasion dits venus de France à travers le gros projet Défi Emploi Jeunes dans notre pays. Il faut dire que les terroristes ou les groupes organisés pour le terrorisme avaient largement profité de cette activité en convoyant donc les engins de mobilité qu'ils avaient à partir de notre port pour les pays de l'Interland ou pour les pays qui étaient leurs cibles. Il faudra aussi reconnaître que le Bénin n'est pas un pays à grosse obédience islamiste. Voyez-vous. Et aussi dire que le Bénin n'a pas de ressources minières qui pourraient appâter ces mécréants et susciter donc leur intérêt à s'installer dans notre pays pour des agissements terroristes. Alors, donc, pourquoi le Bénin ? Pourquoi est-ce que nous avons été frappés ? Et la question tombe à juste titre. Et pour apporter une réponse, j'essaierai de vous faire comprendre que le Bénin et le Burkina Faso sont en train de discuter une portion de terre de 68 km² et la portion de terre qu'on appelle Koualou ou Korou en fonction de là où se trouve, parce que ça s'appelle différemment, qu'on soit du côté du Burkina Faso ou du Bénin. Alors, de cette dispute, de cette zone qui en 2006 avait une population estimée à un peu moins de 2 millions d'habitants, pas 2000, j'allais dire pas 2 millions, 2000 habitants, c'était 1000 et quelques en 2006, avec une densité de 49 habitants au kilomètre carré. C'est quand même des citoyens béninois. C'est vrai que c'est un mélange de citoyens béninois et de citoyens burkinabés. Donc, et le Bénin entreprenait d'installer des infrastructures socio-communautaires dans cette zone-là pour quand même régler certains problèmes de survie de ces populations. Donc, le Bénin a revendiqué, n'est-ce pas, la paternité de cette terre. Le Burkina Faso également, parce que les deux pays, il faut le dire, détiennent des documents
chacun de son côté, qui lui confère la paternité ou le droit de propriété sur ce domaine-là. Est-ce que vous pensez que cela pourrait être le terreau de... Lorsque je vais finir de vous expliquer, vous allez comprendre que c'était utile pour les terroristes. Donc, les deux pays se sont retrouvés devant la Cour internationale de La Haye pour s'entendre dire le droit de paternité ou de propriété sur le domaine. Dans ce cas, il faut que les deux pays s'entendent pour la surveillance, la sécurité et la vie sur ce domaine de 68 km². Alors, le Burkina Faso connaissait déjà des frappes depuis plusieurs années et a réussi à repousser les terroristes vers le sud de son pays, le sud-ouest précisément de son pays, qui fait le nord du Bénin, la zone que je suis en train de vous citer là. Donc, les terroristes ont établi cette zone dite zone de non-droit, parce que c'est un no man's land. C'est un peu comme la portion de terre que vous avez entre le Togo et le Bénin lorsque vous arrivez à Ila-Kondi pour aller à Sanvi-Kondi. Il y a une bande de terre là, c'est un no man's land, voyez-vous. Donc ils ont établi cette zone-là comme une zone de confort. Techniquement, on parle de base logistique. C'est là qu'ils dorment, c'est là qu'ils se soignent, c'est là qu'ils se nourrissent, parce que c'est des humains qui, après la vie de guerrier, mènent une vie d'homme normale. Donc, ils se sont installés là, dans ce no man's land-là. Alors, le Bénin et le Burkina Faso s'étaient entendus pour des patrouilles mixtes. Et pour des raisons diverses, le Burkina Faso fait défection. Voyez-vous, je préfère le dire comme ça, fait défection. Donc le Bénin, étant un pays responsable, a pris sur lui la responsabilité justement de la sécurisation de la bande de terre. Donc les forces armées béninoises ont commencé par progresser dans leur position. Alors, dans ce progrès, les terroristes se sont vus menacés parce qu'ils ont commencé par penser à un délogement. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé par frapper les positions de l'armée béninoise. Donc, alors, techniquement, c'est l'évaluation que je fais de la situation. Des éléments des forces armées béninoises. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien avec la situation sociopolitique du pays? Non. Non, je vous dirai tout de suite non, parce que à la date d'aujourd'hui, on n'a pas encore d'éléments probants, n'est-ce pas, et clairement établis et identifiant un couloir de transmission entre la situation de notre pays et de quelle situation parle-t-on et des terroristes. Je vous ai expliqué que cette zone est devenue une zone d'intérêt pour eux. Ils se sont établis là, n'est-ce pas, et en base de confort, en base logistique, en zone de confort. Donc, et sentant venir la menace d'un délogement, bien, ils ont commencé par développer des attitudes guerrières de résistance. Y a-t-il un lien entre ces attaques terroristes et l'enlèvement du chef d'arrondissement central de Niki? Non, il ne faut pas faire l'amalgame. Je l'ai d'ailleurs dit dans une chronique, il ne faut pas faire l'amalgame. Parce que devant cette situation ambiante de terrorisme dans la partie septentrionale de notre pays, il faudrait que les forces de sécurité et de défense fassent très attention. Parce que il est fort à craindre des actes solitaires de violence, d'insécurité, qu'on pourrait facilement assimiler à des actes terroristes. Non, il ne faut pas faire l'amalgame, mais c'est en cela qu'il faut en appeler à la vigilance des populations qui doivent, n'est-ce pas, convoquer à nouveau le sens de patriotisme
et informer systématiquement les éléments des forces de sécurité et de défense de tout mouvement suspect, de la présence de toute personne qu'on pourrait suspecter, ou de faits, même les faits les plus banaux, il faudra les signaler. Mais comment cela peut s'expliquer que au Bénin, où on estime que nous sommes un pays de paix, un havre de paix, on n'estime pas, nous le sommes. Que nous sommes un havre de paix, voilà, j'allais dire, merci, qu'une autorité locale du genre, de cette envergure, soit enlevée. Écoutez, à la matière, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Le sous-préfet Ressou, on a tout fait de l'oublier. Et c'est comme ça qu'il est parti un matin. Et à ce jour, je crois savoir qu'il n'est pas revenu. Donc, dire que ces faits isolés, tout aussi asymétriques que le terrorisme, sont à contrôler. Et c'est en cela qu'il faudrait que chaque citoyen puisse être éduqué à des comportements sécuritaires. Voyez-vous, je me rappelle de certaines campagnes de la police qui, à des moments critiques, nous enseignent les comportements à avoir. Ne pas, par exemple, se balader avec beaucoup d'argent, ne pas flâner la nuit pour des raisons peu sérieuses, ne pas se retrouver dans des milieux donnés, à des moments donnés. La sécurité est une question de responsabilité de toute la communauté. Donc, chacun individuellement doit contribuer à assurer sa propre sécurité pour, n'est-ce pas, la quiétude de la communauté. La quiétude de la communauté. Alors, face à cet élan d'insécurité, l'État a pris quand même des dispositions pour garantir la sécurité des populations. On a vu dans une vidéo une autorité locale qui demandait aux populations de vider les lieux. Face à tout ceci, disait-elle. Non, la vidéo à laquelle vous faites allusion est une méprise et je crois que le maire dont il est question a dû produire un communiqué pour indiquer que ces propos ont été dénaturés ou placés dans un contexte qui n'était pas, n'est-ce pas, le réel contexte. C'était plutôt une adresse qu'il faisait à un moment donné à des populations déplacées du Burkina Faso qui s'étaient retrouvées sur le territoire béninois, accueillis, organisé et suivi. Donc, non, faut pas faire ce mélange-là. Il faut simplement dire que la psychose ne devrait pas être de mise dans notre pays parce que la situation est sous contrôle et les questions d'insécurité varient d'un pays à un autre et il y en a partout. Je ne suis pas d'accord qu'on assimile, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a comme dérapage sécuritaire au terrorisme. Et le faire, ce serait mal appréhender les questions de sécurité. Et il faut vous dire que tout développement génère, n'est-ce pas, ces déchets. À partir de ce moment, l'insécurité s'installe. Dans les grandes nations du monde développées, vous voyez le fort taux d'insécurité qu'il y a. Je ne citerai pas de pays, mais je vais vous donner pour exemple déjà que le premier braquage, par exemple, que le Bénin a connu, braquage spectaculaire de grande envergure que le Bénin a connu, je vais parler du braquage de Financial Bank, c'est pour vous dire que c'est après la construction de la route Cotonou-Porto Novo. Cotonou Sémé précisément. C'est après donc la construction de cette route-là que Financial Bank a été frappé à quoi. Donc c'est pour vous dire que chaque développement, chaque pan de développement se crée des déchets et il faut pouvoir contrôler, maîtriser ce pôle de déchets-là ou cet tas, n'est-ce pas, d'immondices, d'ordures, de déchets à travers la politique sociale du pays. Et c'est en cela qu'il faudrait saluer le hautement social dont parle le président Patrice Talon à travers son programme d'action de gouvernement 2.
Alors, Dissel Amoussou, une ou deux questions avant de finir ce pan de l'émission. J'ai surpris ce matin, par exemple, sur les réseaux sociaux où les gens faisaient, parce que je parlais d'amalgame, mais étaient dans des échanges houleux pour savoir est-ce qu'on parlera de djihadisme ou de terrorisme. On ne parlera pas de djihadisme. On ne parlera pas. Non, le dire serait d'aller trop vite en besogne. Parce qu'en fait, le djihadisme, c'est un pan, c'est une idéologie, n'est-ce pas, qui est incluse dans le terrorisme globalement. C'est une organisation spécifique, n'est-ce pas? Et ces personnes-là imposent la violence pour obtenir l'islamisation de certaines régions. Et je crois savoir que la zone où se déroule aujourd'hui dans notre pays, ces frappes, ces terroristes, c'est des zones éminemment chrétiennes. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'instaurer le djihad dans cette zone-là. Donc, non, il faudrait que la sémantique soit bien maîtrisée et qu'on puisse dire les choses clairement en appelant chat, chien. Alors, Dissel Amoussou, nous allons progresser dans cette émission. Dernière question, est-ce que, selon vous, les dispositions qui ont été prises par les autorités à divers niveaux, que ce soit au niveau du haut commandement militaire, est-ce que, selon vous, elles augurent de lendemain meilleur? Je vous ai dit tantôt que la situation est sous contrôle parce que nous avons une armée bien formée, une armée bien disciplinée, une armée responsable, une armée d'élite. Et il n'est plus un secret de le dire sur votre plateau, la présence des éléments de nos forces de sécurité et de défense sur les théâtres ailleurs font de nous, n'est-ce pas, nous procure de la fierté parce que nous avons la bonne base logistique, nous avons la bonne formation, nous avons le dynamisme. Ce qui reste, c'est à booster le patriotisme des uns et des autres pour que chacun puisse les accompagner les forces de sécurité et de défense dans leur mission, n'est-ce pas, de la défense de notre territoire, parce qu'ils ne sont pas des magiciens. Alors, Dissel Amoussou, nous allons aborder le second point de cette émission. Cette semaine, au cours du Conseil des ministres, il a été mis sur pied, il a décidé de mettre en place au niveau de la présidence de la République une cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. Dissel Amoussou, quel sera le rôle de cette cellule dans la lutte contre la corruption qui est engagée depuis Patrice Talon? Est-ce à dire que les différents outils qui étaient là n'étaient pas si efficaces? Je l'ai constaté à mon corps défendant, la corruption est définitivement installée dans les cellules de notre ADN. C'est dommage parce que nous avons connu les différentes commissions sous le président général Feu Mathieu Kérékou. Nous avons même connu la très bruyante et tonitruante cellule à Djaï Sika dans notre pays. Et puis nous avons connu la marche du président Boni Yahi, la marche dite blanche contre la corruption, blanche ou verte, je ne me rappelle plus. Voilà, verte contre la corruption. C'est pour vous dire que chaque gouvernement qui est passé a fait de son mieux, s'est battu pour, non pas pour éradiquer définitivement le phénomène, mais quand même pour soigner la gangrène. Mais il se trouve qu'à chaque instant ou à chaque réforme anticorruption, la corruption elle-même se mue, se métamorphose et se transforme dans nos cellules, dans nos têtes, dans la cellule et dans les têtes de l'élite, de sorte que le combat se révèle au bout de quelques temps un combat vain. Voyez-vous, avec la création de la criette, moi je m'attendais à une peur, panique au sein des cadres, au sein de cette élite-là, pour que le denier public soit quand même sauvé une fois pour de bon. Mais non, c'est comme si ils s'en foutent. C'est comme si les 20 ans pour détournement de deniers publics ou de mauvaise gestion ne leur disent
plus rien, alors il y a un problème. Donc, et pour que on puisse quand même continuer à lutter contre ce fléau, je suis peiné parce que cette cellule-là qui est créée, moi je lui souhaite bonne chance. Je souhaite vraiment bonne chance parce que nous connaissons les lignes vertes, nous connaissons les lignes de dénonciation, nous connaissons une panoplie de mesures contre ce phénomène, mais franchement... Mais quelle serait la contribution de cette cellule-là selon vous aujourd'hui? Bon, alors, moi j'ai lu la littérature autour de ça. Ça va être pour recueillir, analyser, et apprécier les plaintes et les dénonciations. Bon, cela entre dans la droite ligne de la philosophie du pouvoir du gouvernement Patrice Talon de poursuivre résolument la lutte contre la corruption parce que en fait elle a la peau dure, quoi. Mais est-ce que selon vous avec cette cellule on aura une plus-value? Ben écoutez, il faudra le juger au regard des enjeux, non pas au regard des enjeux, au regard du temps et de son efficacité, au regard des personnes qui vont composer cette cellule, au regard de la mission, de son cahier de charge. C'est à l'aune de tout ceci qu'on pourra l'évaluer. On ne peut pas, n'est-ce pas, regarder dans la boule de cristal pour lui prédire un sort. Il faudra la voir à l'œuvre. Mais qu'est-ce qui, selon vous, justifie ce caractère endémique de la corruption? Alors, franchement, vous me posez une question colle. Là, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que le Béninois, pas le Béninois seul, l'Africain, je vais dire, quoi, est dans une logique de vivre au-delà, n'est-ce pas, de ses moyens. Le mimétisme de la déraison pousse X à ressembler à Y, alors que vous n'avez pas les mêmes sorts, les mêmes natures. On gagne 200 000, on va louer un appartement de 150 000. Du coup, on se retrouve dans l'incapacité de payer, n'est-ce pas, l'électricité, de payer l'eau, de payer les frais de communication, de s'acheter du carburant pour une mobilité. Mais pendant ce temps, on se dote encore d'une ou deux maîtresses dehors dont il faut charger le frigo, il faut faire les courses. Alors, mon Dieu, je ne sais pas le cadre, je ne sais pas quelle mouche pique le cadre béninois, je ne sais pas. Vous ne savez pas, mais d'ici la Moussou, vous avez côtoyé quand même ceux de l'administration publique. Malgré le gendarme d'aujourd'hui, malgré la criette tout aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait justifier cela encore Oui, je les côtoie tous les jours. Mais figurez-vous, moi, je n'ai jamais été agent permanent de l'État. Donc, moi, je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement. Regardez tout le bruit qu'a fait le dossier ANAT. Mais avant, il faut dire que la corruption est devenue, n'est-ce pas, notre thé quotidien ou notre café. Alors, dernier point de cette émission d'Estella Moussou, nous parlerons du Code général des impôts de façon sommaire et expéditive. Depuis quelques jours, des commentaires ça et là par rapport à la hausse des impôts. Le directeur général Nicolas Yanoussi est monté au créneau jeudi dernier pour clarifier les choses de part et d'autre. Est-ce qu'à l'issue de ces clarifications d'Estella Moussou, toutes les inquiétudes ont été dissipées selon vous? Il faudra dire que M. Nicolas Yanoussi a fait une très belle prestation à Askegouf. Il faut vous dire que c'est un cadre qui mérite, qui maîtrise, je vais dire, son affaire et qui est arrivé dégonfler complètement les ballons de désinformation, d'intoxication qu'il y a eu dans le pays. Et c'est à travers donc cette émission que moi, je reconnais, je garde définitivement, je voudrais partager avec les internautes que le locataire, n'est-ce pas, physique, comme vous et moi, n'a pas à collecter d'impôts ou à payer d'impôts à son propriétaire. C'est à travers cette émission que je me suis rendu compte, et je voudrais partager avec les internautes, que on me dit le maïs coûte cher, la farine coûte cher, le haricot coûte cher, et que cela n'est pas du fait des impôts, mais plutôt de la loi des marchés. Parce que à l'international, sous l'effet de la Covid, les produits manufacturés,
les transports ont connu une hausse de prix. À partir de ce moment, ceux qui vont, n'est-ce pas, acheter sur le marché international et qui importent dans notre pays, vendent forcément plus cher, et ceux qui vendent les produits de chez nous, c'est-à-dire le maïs, le haricot, le gari, qui ne devraient pas vendre cher parce que exemptes de toutes sortes d'impôts, vont sur le même marché acheter de l'huile, n'est-ce pas? Et donc, du coup, pour pouvoir avoir une capacité d'achat, une force d'achat de ces produits manufacturés, ils augmentent le prix du gari, du haricot, du manioc, de la farine. Donc, il faut dire que les hommes de médias, n'est-ce pas, doivent, et les faiseurs d'opinion, doivent s'approprier intégralement le contenu de la sortie du directeur général des impôts et disséminer. Il faut aller au contact, n'est-ce pas, des populations, leur expliquer la chose. C'est maintenant que les hommes politiques, les partis politiques, soi-disant soutenir les actions du président Patrice Talon et de son gouvernement, doivent maintenant se lever, s'approprier le contenu de la sortie du directeur général des impôts et aller parler, n'est-ce pas, aux populations à la base, dans les marchés, leur expliquer que c'est faux, n'est-ce pas, la hausse des prix que nous connaissons sur le gari, le haricot, le maïs, n'est pas le fait de l'imposition. Alors tout à l'heure vous avez dit que le locataire lui ne paye pas d'impôts, mais lorsque le propriétaire de la maison doit payer... Le locataire physique. Le locataire physique. C'est-à-dire, c'est les sociétés, c'est-à-dire que si une société vient s'installer, vient louer chez toi, eh bien elle est assujettie à des impôts. Voyez-vous? Mais le locataire, personne physique comme vous et moi, dans une maison qui louons, c'est pas, une chambre de 15 000, 30 000, nous n'avons pas d'impôts à payer. Mais lorsque le propriétaire de la maison doit payer des impôts, est-ce qu'à cause de cela, il ne peut pas hausser le coût du loyer? Non, justement, le directeur général des impôts, Nicolas Yanoussi, a été formel et très clair là-dessus. Ils n'en ont pas le droit, ils n'en ont aucun droit. Mais lorsque vous dites qu'ils n'en ont pas le droit, ils n'en ont aucun droit, il y a quelques mois, il y a eu une loi qui a été prise pour réglementer au moins le délai des avances qui doivent être données aux propriétaires des maisons. Mais il y en a qui continuent de prendre des avances qui outrepassent le délai réglementé. Alors si vous leur donnez, c'est que vous êtes des complices de la chose. C'est que vous avez consenti à vous faire gruger. Ou alors aujourd'hui, le gouvernement, justement... Mais d'ici là, Moussou, je veux faire une belle opportunité d'affaires. Je vois que le bâtiment qui est alloué, a un bon emplacement. J'ai besoin de cet emplacement-là, d'ici là, Moussou. Mais voilà que le propriétaire me dit qu'il ne veut prendre que tel nombre de mois, alors que la loi prévoit tel nombre de mois. La Direction générale des impôts a une ligne verte. Et heureusement, il y a aujourd'hui la création de la cellule, n'est-ce pas, de dénonciation et comment vous appelez ça? Cellule de dénonciation, cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. Voilà, cellule des plaintes et de dénonciation. Ben écoutez, utilisez donc ces canaux pour faire entendre. Mais est-ce que vous pensez qu'on pourra véritablement avoir un impact, un effet sur le propriétaire là qui a construit sa maison et qui décide de la louer à qui il veut au montant qu'il veut? Les lois se respectent et nous sommes dans un état de droit. Les lois se respectent et nous sommes dans un état de droit. Alors, Distel Moussou, l'autre inquiétude des populations à la base, c'est par exemple la hausse des prix, notamment par exemple les motos qui sont passées, par exemple, certaines de 300 à 500, d'autres de 400 à 600. Qu'est-ce qui pourrait justifier également ça, Distel? Je vous l'ai dit tantôt, les motos ne sont pas fabriquées au Bénin. Les motos, c'est des produits manufacturés qui viennent de l'extérieur, qui sont importés dans notre pays. Donc c'est pour vous dire que c'est des produits qui subissent, n'est-ce pas, la hausse du prix du fret et des voyages. Donc du coup, comprenez que ça puisse connaître, n'est-ce pas, dans le prix de revenus, une certaine hausse. Parce que justement, le transport, le coût du fret, tout a augmenté. Ce n'est pas des produits qui sont des produits locaux. Donc du coup, vous devriez vous attendre à cela. Et je vous l'ai expliqué, le DG l'a dit, c'est
à partir, n'est-ce pas, des affres de la Covid à l'international, que ces choses-là s'observent. Parce que simplement, pendant longtemps, les usines sont restées fermées, les transports ont été gelés. Et aujourd'hui, avec la baisse, malgré les variantes, la baisse de l'effet de cette Covid-là, les transports ont repris, les magasins ont réouvert. Donc, du coup, la demande est devenue subitement plus forte. Et quand c'est comme ça crée une inflation. Voyez-vous, donc c'est pas dû aux taxes. Non, du tout. Donc, à partir de ce moment-là, il faudra, n'est-ce pas, demander aux Béninois, à tout le monde, de continuer de respecter les gestes barrières, n'est-ce pas, de continuer de se vacciner, pour que d'ici à là, nous puissions connaître un recul, n'est-ce pas, considérable de la pandémie, et comme ça, chacun va retrouver la vie normale. Merci à Audi Salamoussou. Nous tournons progression vers la fin de cette émission. J'ai quand même quelques petites questions à poser. Nous sommes à quelques mois, si on peut le dire ainsi, de l'élection législative de 2023. Audi Salamoussou, en tant qu'analyste et chroniqueur politique, quelle lecture faites-vous de l'animation de la vie politique actuellement au Bénin? Non, il y a la sclérose aujourd'hui au sein de la vie politique nationale, et c'est en cela que je voudrais demander aux forces politiques de l'opposition de titiller les forces politiques de la mouvance. Et je voudrais, parce qu'on parle de l'élection des représentants du peuple, voyez-vous, donc à partir de ce moment-là, il faudrait que chaque parti politique puisse entrer dans l'arène et monter au créneau et commencer par nous dire, n'est-ce pas, quelles sont leurs propositions par rapport à notre bien-être et mieux-être pour demain. Merci à vous, Distel Amoussou. Je vais vous demander d'avoir votre commentaire sur l'actualité au Mali. Au Mali, Distel Amoussou, vous avez suivi un peu les décisions des chefs d'État de la CEDEAO et également la posture de Assimi Goïta, Distel Amoussou, en tant que chroniqueur politique, on voit également commenter les faits d'actualité internationale. Quelle appréciation, quel décryptage vous faites de cette situation-là? Alors, retenez que ça va être pour la première fois que j'intervienne sur ce sujet. Toutes les fois, j'ai décliné parce que je me suis dit, il y a quelque chose qui se joue, il y a un drame qui se joue à Bamako et que c'est pas normal. Voyez-vous, voilà le Mali, un pays dont 80%, n'est-ce pas, de la superficie échappe à l'exécutif. Voyez-vous, et que pendant ce temps, les forces de la CEDEAO n'ont pas été mobilisées pour venir au secours de ce pays-là. Voilà un pays qui a un contrat ou des deals avec la France, des deals qu'on n'arrivera jamais à clarifier, à comprendre, et qui subit aujourd'hui le revers de cette deal-là. Voilà un pays dont les populations sont dans la souffrance extrême, mais à qui on vient, n'est-ce pas, de donner encore le coup fatal en lui mettant le genou sur la poitrine, et étant déjà à terre. Je crois qu'il y a gêne. Je suis gêné et je voudrais en appeler à la sagesse et à l'intelligence des organisations sous-régionales qui agissent dans cette zone de l'Afrique. Merci à vous, Distel Amoussou. Un mot pour finir. C'est moi qui vous remercie. Figurez-vous, c'est ma toute première émission en 2022 sur votre plateau. Je voudrais en profiter pour présenter mes vœux les meilleurs à tous les internautes et nous dire que nous devons nous armer de détermination et de courage, car le meilleur reste à venir. Merci à vous, Distel Amoussou. Il n'a pas été très bavard ce dimanche, c'est quand même un peu bizarre. Il a dit en entame de cette émission, parlant des attaques terroristes, que le Bénin n'est pas une cible, que le Bénin n'est pas un pays à grosse obédience islamique. Pour lui, le Bénin et le Burkina Faso sont en train de se discuter une portion de terre de 68 km², et donc cela pourrait être les raisons motives de ces attaques. Il a également largement expliqué dans ce sens. Il a exposé également des facteurs exogènes et endogènes. Pour lui, la situation est sous contrôle et qu'il n'y a pas de lien à faire avec ces attaques terroristes et la situation politique actuelle du pays. Pour lui, les attaques terroristes et l'enlèvement du CA, il n'y a pas de point de jonction, et donc il ne faut pas faire d'amalgame. Néanmoins, pour lui, il est à craindre des actes solitaires
d'insécurité. Il invite les populations à collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité afin que le mal soit conjuré. Il a effectué quelques clarifications au cours de cette émission et il a dit que la psychose ne doit pas être de mise car la situation est sous contrôle. Il a fait la part entre le djihadisme et le terrorisme, une clarification conceptuelle, et il nous a fait savoir que notre armée est une armée d'élite, une armée bien formée, une armée responsable et dynamique, et donc il a rappelé une dernière fois, la situation est sous contrôle et donc il ne faut pas du tout avoir de crainte. Parlons de la mise en place au niveau du palais de la présidence de la République de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. Pour lui, c'est un outil qui vient à point nommé pour davantage renforcer le dispositif de lutte contre la corruption au Bénin. Dissela Moussou est étonné et surpris de voir que malgré les différentes décisions qui ont été prises, les différents procès qui ont eu lieu dans le cadre de la lutte contre la corruption, la mise en place de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, malgré tout ceci, il est surpris de voir qu'il y a toujours des cadres de l'administration publique qui continuent à s'adonner à cette mauvaise pratique. Pour lui, avec cette cellule, il y aura une plus-value. Parlant du Code général des impôts, pour lui, dit Stella Mouzou, c'est une très belle prestation qui a été effectuée par le directeur général des impôts Nicolas Yenoussi jeudi dernier sur l'émission Ask Gouv. Stella Mouzou nous a exposé quelques pans saillants de cette émission. Il a fait savoir que les hommes des médias, les partisans et sympathisants du chef de l'État, les partis politiques qui soutiennent l'action gouvernementale doivent s'approprier dans la plénitude de son sens cette sortie médiatique afin de la vulgariser auprès des populations pour davantage de sensibilisation. Parlant de la hausse des produits et des motos, il a fait savoir que cette hausse des prix pourrait être due au fret, à la hausse du fret, et donc ce n'est pas dû aux taxes qui sont nouvelles dans le Code général des impôts. Parlant de la vie politique du pays, il a estimé qu'il y a une sclérose au niveau de la vie politique nationale et il a lancé un appel à l'endroit de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Et en fin d'émission, il a effectué un commentaire sur l'actualité au Mali avant de vous formuler ses vœux les meilleurs pour cette année nouvelle, celle de 2022. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos, Distella Moussou. Félicitations. Merci à vous, Distella Moussou. Je rappelle que vous êtes consultant média communication, expert en investigation et intelligence, chroniqueur, analyste politique, président-directeur général de l'agence de documentation, de liaison et des services spéciaux ADLSS. Merci à vous, Distella Moussou, et surtout merci de vous faire toujours disponible car je crois que les invités se font rares. Très peu veulent parler de terrorisme au Bénin aujourd'hui parce qu'on estime que le sujet est névralgique. Merci d'avoir accepté l'invitation, merci d'avoir partagé avec nous quand même ces expériences que vous avez vécues également quelques anecdotes, également ces pans de l'histoire qui ont quand même un lien avec ce qui se passe. Merci une fois encore à vous, chers amis internautes, pour l'attention, la fidélité accordée à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien et bonne journée dominicale à toutes et à tous.